Bonjour à tous. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je m'appelle Marie-Odile Nozir-Petit, je suis zootechnicienne et je travaille sur la mise en marché des produits de l'élevage. Et donc, pour une zootechnicienne, j'ai beaucoup investi des cadres d'analyse de l'économie et des méthodes d'économie et de sciences de gestion. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à la fois la lecture que je peux avoir à travers une méta-analyse de travaux que j'ai conduits et co-encadrés sur l'agriculture biologique. Et en même temps, ça vous donnera à voir le panel d'outils que je peux utiliser ou que je peux contribuer à produire sur cette question de la mise en marché de produits issus des productions d'élevage, enfin, des activités d'élevage. Donc là, à travers un certain nombre de travaux que j'ai co-encadrés ou encadrés ou produits, je vais vous proposer une lecture de la problématique de la production et de la mise en marché de produits issus de l'agriculture biologique et en les interrogeant dans leur capacité à favoriser la transition vers l'agroécologie et en particulier en mettant en avant la question de la territorialisation de ces systèmes alimentaires qui visent à produire et mettre en marché des produits sous agriculture biologique. Alors, je fais un petit rappel pour que vous sachiez d'où je pars en matière d'enjeux et de cadre de la transition agroécologique. Donc, on est sur des enjeux de durabilité de plus en plus présents. Voilà, là, je vous rappelle les 17 ODD définis par le rapport Brundtland en 1988, mais qui font l'objet d'une programmation simplement que maintenant hein, pour la politique agricole française et la politique de manière générale alimentaire française donc voilà, autour de 17 principes sociétaux et dont, en fait, nous, on est les plus concernés en tant qu'agronome ou zootechnicien ou agronomiste de production agricole, autour de l'accès à l'eau et de l'assainissement, de la consommation responsable, de la lutte contre le changement climatique ou de la protection de la faune et de la flore terrestre. Donc, c'est les objectifs 6, 12, 13 et 15. Pour une grosse partie des agronomes et des zootechniciens, on a considéré que ces enjeux de durabilité pouvaient être, alors il faut que j'arrive à le, pouvaient être outillés par une notion qui a une pluralité d'acception, qui est celle de l'agroécologie. Donc là, je vous présente la polysémie qui est derrière ce terme d'agroécologie. Et donc, c'est à la fois une discipline scientifique, c'est aussi un mouvement en particulier en Amérique du Sud, et puis c'est une pratique autour d'usage de certaines techniques. Pour la discipline scientifique, on est avec grosso modo trois approches. Une approche très sensu stricto à l'échelle des parcelles, une approche très largement investiguée autour de l'écologie des agroécosystèmes, et puis une approche moins investiguée, mais autour de l'écologie des systèmes alimentaires, et qui a été quand même pas mal réfléchie par un auteur qui s'appelle Glissman, que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent, qui vise à outiller autour des trois niveaux à l'échelle de l'exploitation agricole, deux niveaux supplémentaires à l'échelle du système alimentaire, et qui s'appuie sur l'échelle de l'exploitation agricole et qui vise à rétablir un lien plus direct entre ceux qui cultivent nos aliments et ceux qui les consomment et construire un nouveau système mondial basé sur l'équité, la participation et la démocratie, la justice, qui n'est pas seulement durable, mais aide à restaurer et à protéger les systèmes de survie sur Terre dont nous dépendons tous. Alors bien sûr, une fois qu'on a dit ça, on a dit à peu près rien, et on n'a à peu près pas dit grand-chose ce que ça veut dire en termes d'engagement technique et en termes d'engagement de système alimentaire en termes de consommation. Alors, moi, ce qui m'a intéressée en tant que zootechnicienne dans l'agroécologie, au-delà de ce foisonnement de réflexion, c'est le fait que c'est une notion qui est outillée avec des clés de fonctionnement, avec une définition de principe qui permettent en fait de l'opérationnaliser. Et pour des agronomes ou des zootechniciens tels que je suis, ça permet de se rapprocher d'une vieille notion qu'on travaille largement, qui est celle de la pratique, des pratiques d'élevage, et également de la performance de ces systèmes d'élevage. Donc, en fait, il y a plein de découpages en principe. Alors, je vous en ai mis plusieurs là. Il y a les 13 principes proposés par Vézel et qui sont consolidés par Dacia
Caro ici en 2023 dans un papier qui vise à interroger la durabilité et les systèmes bas intrants et haut niveau d'intrants de pesticides. Les 10 éléments de l'agroécologie qui sont les 10 éléments qui ont été travaillés dans la FAO et qui sont quand même ceux qui sont les plus aboutis quand on parle de système alimentaire à l'échelle internationale et qui ont donné lieu à un certain nombre d'outils d'évaluation multicritères et ou d'accompagnement de type TAP ou TAPE, je ne sais pas comment on dit, et SAFA, qui sont des outils qui ont été largement développés ou qui sont en cours de développement par la FAO, en particulier pour les indications géographiques. Alors, un bref rappel aussi de quelle prise en charge par la sphère politique en France et en Europe de ces questions de durabilité et ou d'agroécologie. Et force est de constater quand même que la dimension environnementale est la dimension qui est première. Et que plus récemment, on se pose la question de la durabilité à une échelle plus macro, englobant les 3 piliers de la durabilité. Et donc, on a aussi une réflexion plus globale sur des formes d'agroécologie qui sont qui interrogent plus les aspects sociaux et les aspects économiques. Outre le Grenelle dans l'environnement, il faut citer bien sûr le projet agroécologique pour la France de 2012 et 2014 avec la LOA, et puis les successions des lois Egalim, la loi climat et résilience, et plus récemment donc la mise en œuvre d'une feuille de route liée aux ODD. En Europe, on est quand même c'est plus récemment hein, que le Green Deal a été proposé, et avec la stratégie Farm to Fork, et qui fait l'objet d'un certain nombre de critiques de la sphère scientifique comme étant engageant une transition qui est finalement relativement faible. On pourra en discuter. Dans ces textes-là, en fait, il y a une espèce d'implicite qui est pour promouvoir et pérenniser les systèmes de production agroécologique, le mode de production biologique est un mode privilégié. Mais ça reste un implicite que je vous propose d'interroger. Il y a de nombreux travaux de recherche qui montrent les similitudes et les différences entre les principes de l'AB et ceux de la transition agroécologique. Voilà, que je vous en ai cité quelques-uns, mais en fait, il y en a pléthore. Du coup, je vais faire une incursion sur l'agriculture biologique. Qu'est-ce que c'est? C'est dès le début du XXe, une remise en cause par les pairs de l'agrobiologie d'un progrès lié à l'adoption systématique d'innovations technologiques et en particulier de la nécessité d'une fertilisation chimique et qui propose d'autres approches, en particulier à l'observation de la nature et au savoir-faire paysan. Donc, on a une organisation, en fait, des acteurs de l'AB qui prend place dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec la création en particulier de Nature et Progrès, et c'est Nature et Progrès qui va défendre le premier cahier des charges qui va être mis en place en 1972, un premier cahier des charges à l'échelle nationale. La FNAB est créée en 78 et c'est bien en 80 que sont reconnus l'agriculture biologique dans la loi, le logo AB qui est propriétaire du ministère de l'Agriculture française qui est mis en place, et tout ça précède donc de 20 ans le règlement, pratiquement 30 ans pour une partie, le règlement européen de 2009 qui est quand même vécu par les acteurs de la bio comme un séisme, puisque en fait, il est considéré comme une grande partie d'entre eux comme moins 10 ans. Et en particulier parce qu'il autorise un certain nombre de traitements allopathiques ou antiparasitaires chez les animaux, dans des conditions certes encadrées, mais enfin, voilà, on est quand même un peu plus loin que les fondamentaux tels que ça avait été pensé par les pairs de l'agrobiologie. Alors évidemment, tout ça, je vous le raconte, et vous le savez sans doute par cœur, mais en fait, ça conduit à quoi? Ça conduit à un développement d'un florilège de marques et de cahiers des charges, comme on voit aujourd'hui. L'incitation au circuit court, ça c'est la thèse de Guy Ronzalone, et la marchandisation et la conventionnalisation de l'agriculture biologique qui ont fait l'objet d'un certain nombre de critiques avant en fait le séisme suivant qui est en cours, qui est celui de la baisse significative de la consommation depuis 2021. Alors, quelques éléments de grand trait de cahier des charges. En fait, l'essentiel du cahier des charges est quand même basé sur l'impossibilité d'utiliser des intrants de synthèse. Alors, des intrants de synthèse pour les cultures, mais il ne faut pas oublier les intrants de synthèse aussi pour les animaux, et en particulier pour les petits ruminants, qui vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, les hormones de synthèse pour la synchronisation des chaleurs. Alors, bien sûr, les antibiotiques sont interdits en préventif, mais ils sont utilisables dans des conditions réglementées pour le recours, si le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques et autres est inapproprié dans des conditions strictes.
Alors, on a la recommandation d'un accès permanent à un pâturage, d'utilisation de races locales et appropriées au milieu. Et tout ça montre qu'en fait, enfin, voilà, il y a plein de papiers qui ont montré l'effet bénéfique sur la fertilité du sol, l'environnement au sens large, le bien-être animal, etc. Mais qui mettent ça en débat en disant c'est plus ou moins marqué sur les situations et les pistes d'amélioration de la réglementation sont assez évidentes. Et en particulier, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'il n'y a pas de valeur cible sur une très grande partie de ces valeurs, enfin de ces dimensions de cahier des charges. C'est-à-dire, en gros, voilà, on bénéficie d'un accès permanent au pâturage, mais on ne dit pas si les animaux s'alimentent au pâturage, par exemple, ou les races locales, elles sont incitées, mais en fait, il n'y a absolument pas ni de pourcentage, ni de valeurs qui sont conseillées et qui sont en fait des outils dont il ne faut pas avoir peur et qui sont des outils de pilotage en fait de l'action, hein. Alors du coup, bon, voilà, on sait tous, hein, c'est une production en croissance de la fin des années 90 aux années 2000, et qui, alors là, je vous ai donné l'exemple de la viande bovine, qui est assez brutalement arrêtée à partir de 2021. Alors en viande bovine, ça se goupille, il y a une décroissance du cheptel national qui est assez marquée, mais c'est vrai pour beaucoup de situations, hein, en production animale, on a une stagnation, une décroissance de la production sous AB à partir de la fin, enfin début des années 2020. En fait, ce qui se passe, c'est que la en marché des produits qui sont issus de cette production-là, elle est en question. D'abord parce que, alors, il y a une synthèse de Prasch qui va sortir dans INRA Production Animale qui vise à faire l'état des lieux, la littérature là-dessus, mais il n'y a pas quand même beaucoup de production. Mais en fait, alors du coup, ce que je vous dis est issu à la fois de la synthèse de Prasch, mais aussi de ce que j'ai pu observer des études de cas que je vous présenterai après. Grosso modo, c'est des produits qui sont différents. Alors, parce que en fait, pour la viande, c'est des produits qui sont ou plus jeunes, parce qu'on a du mal à finir les cycles, on a du mal à engraisser, par exemple, ou plus âgés, parce qu'en fait, on va privilégier des croissances lentes et qui permettent en fait de finir des animaux qui sont beaucoup plus âgés, des bœufs, par exemple, etc. Qui sont plus hétérogènes aussi parce qu'ils sont souvent liés à une production végétale qui est pour le coup assez fluctuante et donc du coup il y a une hétérogénéité en fait, une déstandardisation en fait de cette production qui conduit à une problématisation plus importante de leur mise en marché et puis qui sont plus saisonnés parce qu'ils sont quand même plus calés sur la pousse de végétation et donc ils vont arriver encore plus à un moment donné tous ensemble alors que des circuits de type grande distribution, en fait, préfèrent avoir une qualité et une quantité constante dans leurs étals. Donc, ces trois caractéristiques de produits, différents, plus hétérogènes, plus saisonnés, complexifient sérieusement la mise en marché des produits de l'agriculture biologique. Et voilà, c'est vrai pour les productions animales, c'est aussi vrai pour les productions végétales. Et puis, c'est des volumes qui sont plus faibles par animal en particulier. Donc là, c'est la thèse de Maëlys Boot qui a beaucoup travaillé sur des cas d'élevage, en particulier bovin laitier, qui montrent qu'en fait, on perd à 1000 à 2000 litres de vache, par vache et par an, hein. Donc, voilà, on est très loin des 12 000 litres de la Primolstein du bassin breton. Voilà. Donc, ça veut dire aussi des niveaux de revenus qui sont à construire complètement différemment. Et puis, on a des nouvelles formes de segmentation en circuit long qui posent question par rapport à cette production biologique. D'abord, l'HVE, qui a été mise en place dans les années 2010 et qui, pour certains, est vécu vraiment comme une concurrence par rapport à la segmentation type agriculture biologique. Et puis, des démarches en cours encore de construction, type EcoScore, qui posent problème parce que c'est ramener des gaz à effet de serre à des kilos de produits. Et quand on ramène à des kilos de produits et quand on en a moins, et ben en fait, on n'est pas si performant que ça. Donc, du coup, ça pose des problèmes de métrique. Tout ça dans un gros paquet fait qu'en fait, la vente en circuit court est vécue par une bonne partie des producteurs comme une alternative qui est fructueuse, encore que elle n'est pas un unique et deux, elle est à réfléchir parce que quand on a des volumes de produits qui sont plus faibles, il faut construire ses performances économiques complètement différemment avec des économies concentrées et c'est la thèse de Miles Booth qui montre ça.
Alors, quelques éléments aussi d'organisation de la mise en marché des produits en France. Alors, on a j'allais dire une tripotée, mais c'est la réalité, on a foisonnement d'acteurs institutionnels. Alors, le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, hein, qui assure la tutelle de l'INAO et de l'agence bio étant plutôt là pour promouvoir l'agriculture biologique et l'INAO plutôt comme un rôle d'instance de concertation entre tous les acteurs concernés, rassemblés au sein du Comité national de l'agriculture biologique, et qui veille à l'application homogène du règlement européen et qui veille à la bonne application de ces règles d'usage. Et c'est l'INAO aussi qui agrée les organismes certificateurs, qui sont au nombre de 9 et qui sont là pour effectuer les audits et les contrôles dans les exploitations agricoles, mais aussi chez les opérateurs mettant en marché les produits sous agriculture biologique. Je précise tout ça parce que c'est aussi le ministère de l'Agriculture et de la Forêt qui qui est responsable de la gestion de la PAC. Et en fait, tout ça, c'est pas indépendant de ni la politique de gestion des marchés, ni la politique agricole commune. Pour l'organisation des opérateurs, si je peux parler comme ça, en France, en fait, alors si on avait observé une croissance assez importante du nombre d'exploitations sous agriculture biologique dans les années 2020, le nombre d'opérateurs engagés, donc d'aval engagés dans les démarches sous agriculture biologique, sont en croissance plus lente. Alors, on a quand même à peu près 20 000 entreprises engagées avec la marque AB en 2018. Mais voilà, ça croît plus lentement. Et alors, ça croît d'autant plus lentement depuis les années 2020. Je n'ai pas trouvé de chiffres récents, hein, mais voilà, on est quand même sur une contraction de la mise en marché de ces produits-là. Alors, on a deux stratégies qui sont un peu différentes. On a des opérateurs qui sont spécialisés, engagés depuis longtemps dans la collecte et la transformation sous agriculture biologique. Alors là, je vous ai mis deux marques que vous connaissez, j'imagine, par cœur, y compris pour la distribution. On est plutôt sur de la petite, moyenne surface, hein, La Vie Claire ou Biocop, par exemple. Et puis, on a d'autres plus récemment engagés. Alors là, je vous ai mis deux produits, hein, mais voilà, ici, c'est Lactalis et ici, c'est Charal, qui développent des gammes bio. Donc ça, c'est le premier type d'engagement. Et puis le second type d'engagement, c'est les distributeurs avec soit carrément des magasins spécialisés type Carrefour Bio ou le marché bio de Leclerc, soit des marques de repères. Et tous les distributeurs aujourd'hui ont leur marque repère sous AB. Alors, pour un focus sur la circuit de distribution, on est quand même sur voilà, une augmentation de la distribution spécialisée bio, hein, je vous l'ai montré, et puis une augmentation de la grande et moyenne surface qui a pris quand même pas mal le pas dans les dernières années et cette importance de la grande surface dans la distribution doit probablement, enfin en tout cas c'est les opérateurs de la bio qui le disent comme ça, générer ce frein de consommation qu'on observe depuis récemment. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est quand même une notoriété qui est en demi-teinte. On a probablement, nous, une observation, une RAE un peu biaisée. Alors là, je vous ai donné c'est un sondage quantitude pour LSA en 2020. Sous notoriété spontanée, seulement 5% des Français pensent à l'AB. 5%, hein, sous notoriété spontanée, c'est-à-dire connaissez-vous des labels connaissez-vous des labels? Voilà, c'était ça la question. Bah, on a 5% spontanément AB, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis après, quand on leur propose une panel de labels, ils disent ah bah, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Et donc on arrive à 53% de population qui, par notoriété assistée, cite l'AB. Et en fait, le plus gros label connu, c'est le label rouge. Alors, comme je vous le disais, hein, on a une consommation qui est freinée brutalement en 2021. Alors ça, c'est le papier de Vincent Chatelier en fait, il y a un numéro spécial agriculture biologique, enfin élevage biologique qui est en train de paraître dans une reproduction animale. Et donc, Vincent Chatelier a fait un article de synthèse sur la production et la consommation à l'échelle nationale de la bio. Et donc, voilà, ce schéma-là en est issu, il montre la consommation alimentaire des ménages et la façon dont c'est freiné depuis 2021. Et ici, le volume commercialisé pour les produits en viande bovine et on voit bien qu'en fait, le frein majoritaire, c'est pour cette production-là en tout cas, la grande et moyenne surface, en bleu.
Alors, je vais essayer voilà, une fois que je vous ai montré ce panorama-là, je vais essayer de vous présenter deux cas d'études qui visent à réinterroger ce fonctionnement de production sous agriculture biologique et de mise en marché à travers deux cas d'études. Le premier, c'est le cas des Causes du Sud. Et là, ce que je vais interroger, c'est l'AB comme complément ou concurrent d'une indication géographique, qui est l'AOP Roquefort, pour favoriser la transition agroécologique en élevage. J'ai utilisé 5 méthodes concomitantes. L'analyse de filière, voilà, j'ai une étudiante qui a travaillé là-dessus. L'historique de la dynamique du bassin de production, parce qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 15 ans que je travaille là-dessus, et donc je commence à bien connaître la dynamique des opérateurs. La thèse d'Ariette Vidal, qui a fait 17 enquêtes en élevage au vin biologique et qui a fait des analyses processuelles, mais que je ne vous montrerai pas là. 2 diagnostics agraires, conduits par des étudiants que j'ai encadrés, et de la littérature que je mobiliserai également. Pour mémoire, l'analyse de filière, c'est une vieille méthode qui est quasiment plus utilisée, mais que j'utilise moi, de manière assez en routine, parce que ça me permet quand même d'avoir une lecture longitudinale du fonctionnement des opérateurs. Et pour moi, la filière, c'est un système construit d'agents et d'opérations qui concourent à produire, transformer, distribuer un produit et les relations entre eux et le reste du monde. Et du coup, je fais une distinction entre ce que j'appelle les opérateurs, qui sont les gens qui sont impliqués dans la vente et de l'achat de produits, et des acteurs qui sont l'ensemble de l'appareil institutionnel qui l'entoure et qu'on ne peut pas dissocier en fait l'un de l'autre. Le principe d'une analyse filière, c'est d'aller voir tous les opérateurs d'un même territoire pour une même année, donc d'avoir une analyse exhaustive autour d'un produit. Sur le rayon de Roquefort, j'ai conduit cette analyse-là avec une étudiante en 2018. Donc le rayon de Roquefort, c'est ici la grosse patate bleue, hein, donc c'est un des bassins laitiers de vin français. Donc, elle est allée voir tous les opérateurs. Donc, on arrive à des schémas un peu illisibles. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'on a à peu près voilà, un peu plus de 1500 producteurs producteurs là-dessus, et dont voilà, on est sur 150 producteurs bio hein, à l'époque. Alors, c'est quand même, voilà, on est moins de 10%. Ce qu'il faut savoir sur cette filière-là, c'est qu'en fait, on a un quasi-monopole, enfin, ou un très gros oligopole avec Société des Caves, c'est-à-dire Lactalis, qui collecte 70% du lait et qui revend à des grandes et moyennes surfaces, essentiellement un peu des crémiers et un peu des RHD. Mais voilà, on est quand même sur ce schéma-là qui est principal. Et puis, depuis plus récemment, on a l'arrivée d'opérateurs nouveaux type Berger du Larzac, pardon, qui sont ou la bergerie La Lozère, Tribala, qui sont des opérateurs qui vont développer des gammes de produits qui ne sont pas forcément du Roquefort et qui sont plutôt de l'ultra frais et qui vont s'associer avec la production sous agriculture biologique. Alors, donc là, j'ai fait une analyse un peu historique de la dynamique de la filière. C'est une vieille filière, hein, puisque l'AOP démarre en 1925. Et en fait, à la crise de la surproduction qui apparaît assez vite dans les années 70, on a plusieurs réponses qui se succèdent. D'abord, la diversification des fromages pour gérer la surproduction du lait. La première diversification, c'est le fromage à salade, autrement appelé feta, qu'on n'a plus le droit d'appeler feta, salakis, hein, qui est la première voie de diversification, qui est une façon de gérer la surproduction. L'introduction des volumes de référence en 87, puis l'incitation à l'étalement de la production, puis l'élargissement de la période d'ouverture des laiteries, toutes choses qui visent à essayer de gérer la surproduction. Et en parallèle, on a donc un développement ici d'une collecte en agriculture biologique, du collecte de lait biologique, qui en fait peine à voir le jour de manière efficace pour mettre en marché des produits. Alors, ce que je vais interroger d'abord, c'est cette introduction de volume de référence et l'incitation à l'étalement de la production qui intervient dans les années 90, conduit à une chose qui n'était pas tout à fait prévue, ajoutée à la nouvelle PAC, hein, avec les mesures OLAE, conduit en fait à l'émergence de 2 stratégies d'alimentation là pour les ruminants, avec une augmentation lente de la part de pâturage sur parcours. Donc, c'est les barres noires ici, en fait, et on voit qu'entre 90 et 99, en fait, on a une répartition complètement différente de la part de pâturage sur parcours, et en fait, au total, une augmentation de la part de pâturage sur parcours, ce qui n'était pas tout à fait envisagé comme conséquence de ces mesures institutionnelles, qui soient des mesures institutionnelles prises à l'échelle nationale avec la PAC, ou enfin internationale, et des mesures institutionnelles prises localement pour gérer l'excédent de production.
Dans un deuxième temps, on a donc ces créations en fait de laiteries et de l'arrivée d'opérateurs laitiers qui visent à transformer du lait biologique et qui vont se développer de manière assez progressive, hein, parce que Lactalis va mettre beaucoup de temps en fait à lui aussi développer sa collecte de lait biologique qui vont engager des voies vers la transition agroécologique. Alors par exemple, on observe des troupeaux qui sont de taille plus petite, mais c'est possiblement, c'est-à-dire pas systématiquement, hein, donc ça c'est les diagnostics agraires qui nous le disent, avec transformation du lait à la ferme. Donc on a le fait que ces opérateurs prennent du temps à se mettre en route, en fait, il y a aussi un développement de circuits courts, et puis je vous l'ai dit, hein, c'est quand même une voie qui est quand même vécue comme une alternative intéressante. Et puis, avec l'adoption de pratiques répondant aux principes de la transition agroécologique, en particulier des travaux sur les rotations culturales et l'utilisation de l'épandage de la fumure organique, la légumineuse comme cœur de la rotation culturelle, ce qui était moins le cas avant. Et puis, et dans les systèmes biologiques, c'est très le cas. Et puis, l'absence de synchronisation de chaleur, puisqu'on n'a plus le droit d'hormones de synthèse, ou hormones, d'ailleurs, pas de synthèse, hein, utilisation d'hormones de juments en chaleur avec éventuellement un passage à la monde naturelle et ou la réflexion systémique pour la mise en place d'alternatives. Ça, c'est la thèse d'Hélène Laclais qui a eu lieu à Selmet ici il y a 3 ans. Par contre, en fait, ce qu'on observe, c'est que sur ces exploitations-là, il y a la place du pâturage qui est en question. Et en fait, on a observé sur les 17 élevages d'Ariel Vidal, on a observé une augmentation en fait, de la productivité laitière par brebis et une diminution, hein, ici, de recours à l'utilisation de parcours dans la ration une modification de la période d'annulage qui conduit en fait à un étalement de la lactation sur l'ensemble de la période. Et ça, pourquoi? C'est parce que la production sous agriculture biologique dans cette zone-là est préférentiellement associée à une mise en marché d'ultra frais qui génère en fait la demande annuelle étalée sur l'année. Et donc, en fait, on a à nouveau une déconnexion avec les cycles biologiques, en particulier la végétation et les animaux. Donc, on voit que, en fait, alors j'aurais dû faire une conclusion partielle, ça aurait été plus logique, mais on voit qu'on a quand même quelque chose en demi-teinte, c'est-à-dire une AB qui, par certains côtés, génère de la TAE et qui peut s'appuyer sur des psychos plus anciens et qui, eux aussi, ont dans d'autres voies, se reposent la question de la transition agroécologique, en particulier autour de la place du pâturage dans leur système de production. Le second cas que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le cas de la viande ovine et bovine en Occitanie. C'est un cas que j'ai copiloté avec Yuna Schifolo et dans lequel, en fait, on a mobilisé la méthode RELOC et que Anne-Cécile et Yuna ont largement travaillé. Et donc, alors que moi je complète parce que j'ai fait une analyse de filière aussi, donc j'en ai fait 2, donc sur la viande ovine en particulier. Donc, je vais vous présenter brièvement pour vous dire c'est quoi le panorama en fait des acteurs de la viande ovine en particulier sur ce territoire-là. Voilà, on est sur l'Occitanie, première région à agriculture biologique de France, avec plus de 1000 exploitations en bovin viande et plus de 650 exploitations en ovin viande et environ un tiers dans les Pyrénées. Ces exploitations-là, elles s'insèrent dans une filière, en fait. Alors là, c'est une étude qui est plus ancienne et qui n'est pas tout à fait sur le même territoire, parce que je n'ai pas conduit ça sur le même territoire, mais qui vous donne à voir le panorama. Donc, on a quand même, voilà, ça c'était en Languedoc-Roussillon, on a une mise en marché qui est à peu près moitié-moitié négociant coopérative, et c'est toujours le cas. Et en fait, avec des chevilles et des collecteurs grossistes qui sont quand même bien localisés et qui sont assez actifs. Parce qu'en fait, cette zone-là, elle conduit à peu près la mise en marché d'un quart de la production ovine française aujourd'hui, à peu près un quart. Voilà. Donc ça, c'est une étude que j'ai reconduite sur un territoire proche. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en viande ovine, c'est des opérateurs qui ont envergure nationale, voire internationale, en fait, avec énormément de flux sortants de cette région-là. Et avec un poids des ovins AB qui est très faible. C'est-à-dire sur le 1,3 million d'ovins mis en marché, on en avait 13 000 qui étaient mis en marché sous agriculture biologique. Autant dire ridicule. Voilà, donc pour vous donner un peu le panorama dans lequel Amandine Moget, la stagiaire qu'on a encadrée avec Yuna et Andrea Cassagne du Biosilane de l'Aude, est entrée.
On est aussi dans un panorama qui vise à une concentration des opérateurs très importante. Donc là, c'est sur le Languedoc-Roussillon, les opérateurs avant 94 et les opérateurs en 2016 avec voilà, les 2 étoiles bleues sont devenues Arteris, les 3, 4 étoiles vertes sont devenues SICA 2G, etc. Donc, on a une concentration très forte des opérateurs et une concentration très forte des outils d'abattoir. Ça, je vous apprends rien. Donc, en question, en fait, la structuration de filières durables avec l'implication d'une diversité d'opérateurs et d'acteurs fonctionnant en réseau et leur ancrage territorial, avec un enjeu de reterritorialisation de la production et de l'alimentation, ou de l'alimentation et de la production, c'est bien reterritorialisation des deux, et reterritorialisation vue comme un rétablissement entre la proximité géographique, certainement, mais aussi sociale, entre producteurs et consommateurs. Alors, la méthode RELOC, elle a 5 étapes. Donc, il s'agit d'abord de comprendre le contexte du territoire et des filières, de décrire les pratiques des acteurs du territoire face à la viande, ici en agriculture biologique, et d'identifier des positions stratégiques de ces opérateurs et de ces acteurs. Et là, l'intérêt, c'est que ça croisait les producteurs, les opérateurs, c'est-à-dire les gens qui achètent et qui vendent du produit, et les acteurs, ceux qui les accompagnent et ceux qui donnent le cadre institutionnel. Et donc, du coup, en fait, on avait une qualification des pratiques qui croisait l'ensemble des personnes concernées, enfin des structures concernées. Et il s'agit aussi d'identifier et qualifier les relations existantes entre ces acteurs ou d'identifier les non-relations. Et pour cela, ensuite, et pour s'appuyer ensuite sur ces positions stratégiques et sur ces relations, pour co-construire des scénarios de filières territorialisées avec les acteurs locaux. Alors, 5 positions stratégiques ont été mises en évidence par l'étudiante. Il s'agissait d'abord pour défendre les valeurs de l'AB et de la défendre localement, avec des pratiques principales autour du mode de valorisation et de l'argumentation et de la communication autour de l'AB qui était complètement collée au caractère local des produits. Après, il y avait une position stratégique autour de proposer un produit viande biologique d'excellence, parce qu'un des problèmes, comme je vous l'ai dit, c'est l'hétérogénéité des produits et la saisonnalité de ces produits. Et donc, il y a un enjeu à avoir une production technique pour engraisser en fait, ces animaux-là et obtenir une qualité bouchère supérieure. Standardiser la viande biologique bovine pour répondre aux attentes du marché, qui est la 3e position stratégique, soutenir le local en priorité et l'AB si opportunité. Et alors, plus on s'éloigne vers la droite, et plus l'AB est plus ténue au profit de produits plus locaux uniquement, puisque la 5e position stratégique est valoriser le territoire par ses produits locaux de qualité, et où en fait l'AB s'efface au profit du caractère local de la production. Et donc, on avait 4 types de pratiques qui étaient travaillées: le mode de valorisation, la façon de qualifier en fait, les carcasses et la façon dont elles se construisaient, les pratiques d'élevage spécifiques ancrant la production territorialement, c'est-à-dire en particulier l'utilisation de races et l'utilisation la réflexion sur l'autonomie alimentaire, et puis la façon dont les circuits étaient pensés, en particulier l'approvisionnement local. Puis, ce sont les relations entre les opérateurs qui ont été travaillées. Et donc, en fait, voilà, on voit qu'il y a des relations qui sont strictement marchandes, par exemple, et qui sont assez prioritaires entre la position défendre les valeurs de l'AB local et soutenir le local en priorité, et l'AB si opportunité. Mais ces relations, elles sont soit strictement marchandes assez fortement, soit absence de relations. Hein, et donc, ce qui pose une question hein, sur ces non-relations-là, par exemple. Voilà, on a bien une gradation en fait dans cette dualité entre soit place de la baie dans le territoire, soit place du local dans le territoire, qui permet de placer en fait les 5 stratégies dans un espèce de gradient qui doit être réfléchi sur la façon dont les relations peuvent être travaillées. Voilà, je pense que j'arrive à la fin. En termes de discussion, je voulais vous dire, donc, grosso modo, ce que je retiens de cette méta-analyse, c'est qu'on a un cahier des charges qui incite à la reconception des systèmes de production, mais ce que je dis, c'est qu'il incite.
et sans y parvenir complètement. D'abord parce qu'il y a une concertation, et c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer avec le dernier exemple, hein, une concertation et une action qui ne sont pas toujours connectées et qui donc visent à être reconnectées. Et puis l'absence de valeur cible du cahier des charges qui pose quand même question et qui, voilà, sur un certain nombre de dimensions, en particulier sur la place du pâturage pour l'alimentation des ruminants. Une organisation de filière qui peut fragiliser cette reconception parce qu'on a quand même une déstandardisation des produits sous agriculture biologique et qui peine à être mise en marché dans des filières qui sont aujourd'hui très concentrées, très internationalisées, etc. On a donc du coup plusieurs voies qui peuvent être explorées. L'utilisation d'autres outils de gouvernance et en particulier d'autres SICO qui peuvent générer dans leur champ d'autres bribes de transition agroécologique et qui, joints ensemble, peuvent être réfléchis. Alors voilà, et en particulier parce que ces SICO proposent une gouvernance localisée et un lien au terroir. Donc ça, c'est les travaux de la FAO. Donc je vous ai cité le papier d'Émilie Van de Candeler, mais il y a voilà, tout ce qu'on essaie de travailler aujourd'hui dans l'énergie Nico qui vient de démarrer sous responsabilité d'Armel Mazet. Et puis, la seconde voie d'exploration que je propose, là, c'est autour de la structuration des relations entre opérateurs et acteurs au sein d'un même territoire, en mettant en évidence des positions stratégiques communes et avec une espèce de réflexivité relationnelle qui peut être enfin, améliorée via aussi l'accompagnement institutionnel et scientifique que l'on peut faire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à toi, Marie-Odile.